La femme de mon fils et mon fils pensaient que j'étais discrète, insignifiante. La femme qui pliait le linge, mettait la table et savait quand quitter la pièce sans qu'on le lui demande. Ils ne se sont jamais demandé qui j'étais avant de devenir la mère de quelqu'un, la femme de quelqu'un, l'ombre de quelqu'un. Ils aimaient que je sois pratique, facile à oublier. Surtout ma belle-fille. Elle préférait quand je restais dans la cuisine ou à l'arrière-plan de ses photos, me fondant dans les coins comme un papier peint d'une autre époque. Le jour où elle s'est moquée de moi devant ses amis, me traitant d'inculte comme si c'était une blague, je n'ai pas discuté, je n'ai pas bronché, j'ai simplement souri et je suis partie. Mais quelque chose à l'intérieur a changé, quelque chose d'ancien et de stable. Je suis allée dans ma chambre, j'ai ouvert une vieille boîte que je n'avais pas touchée depuis des années, et j'en ai sorti la vérité. Parce que parfois, la chose la plus retentissante qu'une femme puisse faire, c'est de vous rappeler qui elle était, avant de laisser le monde la réduire au silence. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je vivais dans cette maison depuis près de 5 ans. C'était censé être temporaire. Un court séjour après avoir vendu mon ancienne maison, juste le temps que je trouve quoi faire ensuite. Mais la vie a une façon de se nicher dans les coins, de s'installer dans des schémas que vous n'aviez jamais eu l'intention de répéter. Mon fils a insisté au début. Il disait que ça n'avait pas de sens que je vive seule alors qu'ils avaient de la place. Et peut-être qu'à ce moment-là, cela ressemblait vraiment à une offre généreuse, à une famille. Au début, j'aidais pour tout. Je préparais le petit déjeuner avant qu'ils ne se réveillent. Je pliais le linge discrètement et le plaçais en piles bien nettes devant leur chambre. Je faisais les courses. Je me rendais invisible de la manière que seules les femmes plus âgées semblent apprendre avec le temps, présentes, utiles, mais jamais assez bruyantes pour perturber le rythme de la vie des plus jeunes. Mais à mesure que les mois se sont transformés en années, cette invisibilité a cessé d'être un choix. Elle est devenue une attente. Je m'asseyais à la table de la cuisine le matin, lisant un vieux roman de poche pendant qu'ils parcouraient leur téléphone et échangeaient des plans dont je ne faisais jamais partie. Il fut un temps où mon fils me demandait conseil. Maintenant, il levait à peine les yeux de son écran. Et elle, ma belle-fille, eh bien, elle me traitait comme un meuble, poliment, avec distance, parfois avec un sourire forcé, du genre que les gens utilisent avec des étrangers en qui ils n'ont pas vraiment confiance. Elle m'appelait maman parfois, seulement quand il y avait des invités. Sinon, c'était juste elle, pas méchamment, mais froidement, comme si reconnaître ma présence était un inconvénient. Je me disais de ne pas le prendre personnellement. Après tout, c'était aussi leur maison maintenant. Ils avaient des carrières à développer, des dîners à organiser, des amitiés à entretenir. J'étais juste une relique d'une autre époque. Une relique qui ne comprenait pas le langage de leur ambition, de leurs blagues, ou la façon dont ils mesuraient de leur valeur en titre LinkedIn et en réservation de brunch. J'essayais de ne pas y prêter attention. Je m'assurais que le dîner soit toujours prêt à leur retour. Je préparais du rôti, des lasagnes, des ragoûts mijotés qui emplissaient toute la maison de chaleur. Parfois, je l'entendais soupirer avant même d'arriver à la cuisine, se plaignant à voix basse de la nourriture lourde et du fait qu'elle essayait de réduire les glucides. Je proposais de faire autre chose. Elle disait que c'était bon. Elle disait toujours que c'était bon, mais son visage disait le contraire.
Elle réorganisait les choses dans le frigo après que je les avais rangées. Elle a remplacé mon liquide vaisselle par des marques écologiques qui me faisaient craqueler les mains. Elle a commencé à étiqueter les pots à épices, non pas parce que je les oubliais, mais parce qu'elle n'aimait pas la façon dont je les plaçais. Des petites choses, vraiment. Mais elles s'additionnaient comme des micro-agressions. De petits rejets silencieux qui me rappelaient ma place. Même mon espace dans la maison semblait conditionnel. Ma chambre, autrefois la chambre d'amis, était devenue mon seul refuge. J'ai commencé à y passer plus de temps, à lire, à tricoter, à regarder de vieux drames judiciaires sur une tablette avec des écouteurs pour ne pas perturber l'ambiance du salon ouvert. Mes livres restaient sur une seule étagère, mes pulls dans un seul tiroir. Tout le reste leur appartenait. Ça ne me dérangeait pas de ne pas être vue. J'avais déjà connu ce sentiment. Jeune femme, dans un cabinet d'avocats, dominé par les hommes, où mes opinions n'étaient dévalorisées que lorsqu'un homme les répétait. En tant que mère, dont les sacrifices étaient de compris mais jamais évoqués. Être invisible n'était pas nouveau. Mais dans la maison de son propre fils, sa pince à un autre endroit. Elle a commencé à inviter des amis plus souvent, des brunchs, des soirées vins, des clubs de lecture. J'aidais à préparer, discrètement, avant de me retirer dans ma chambre. Parfois, elles ne frappaient même pas. Elles utilisaient les belles assiettes, les nappes que j'avais apportées de mon ancienne maison. Une fois, je l'ai entendu dire à une invitée qu'elle les avait trouvées dans un magasin vintage à Brooklyn. Je n'ai rien dit. À quoi bon? Je restais hors des photos, hors des conversations, hors de leur chemin. Pourtant, j'essayais de montrer ma gratitude. J'achetais des fleurs pour la table de la salle à manger. Je cousais de nouveaux rideaux pour la cuisine quand les anciens commençaient à se décolorer. Je découpais des coupons de réduction. Je préparais des muffins pour ses collègues. Et je me répétais, encore et encore, que j'avais de la chance d'être entourée de ma famille, que c'était mieux que d'être seule, que cette distance entre nous n'était que la vie moderne, pas de la malveillance. Mais au fond de moi, je la sentais grandir. Cette douleur sourde du déracinement, la lente érosion de l'identité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une ombre dans le coin de la vie de quelqu'un d'autre. Ils ne m'ont jamais demandé ce que j'avais fait avant ma retraite. Ne se sont jamais demandé pourquoi je parlais avec prudence, pourquoi j'observais tant. Je n'étais pas un mystère pour eux. J'étais une non-histoire, une note de bas de page. Parfois, je regardais mon reflet, et je ne reconnaissais pas la femme qui me fixait. Je paraissais plus vieille dans leur miroir, comme quelqu'un qui avait trop longtemps abusé de leur hospitalité. Je n'arrêtais pas de me dire d'être reconnaissante. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était juste temporaire. Je n'arrêtais pas de me dire que j'avais encore ma place ici, jusqu'au jour où j'ai cessé d'y croire. Le jour de la fête est arrivé discrètement, bien que je sois au courant depuis plus d'une semaine. Elle l'avait mentionné nonchalamment lors d'un de ses appels matinaux, disant à quelqu'un que c'était juste un truc de fille décontractée, rien de grand. Mais je savais ce que cela signifiait. Rien dans cette maison n'était jamais vraiment décontracté, ni les vêtements qu'elle portait, ni la nourriture qu'elle servait, ni la façon dont elle parlait. Tout était organisé, conçu, poli. Même sa nonchalance était intentionnelle. J'avais proposé mon aide, toujours. Elle m'a à peine regardé en me remerciant, mais elle n'a pas refusé. J'ai donc repassé la nappe, nettoyé l'argenterie, poli les verres et disposé les plateaux d'amuse-gueule. Je suis restée en retrait, comme d'habitude. Mes mains travaillaient de mémoire,
Ce n'était pas la première fois que je préparais pour des invités à qui je ne parlerais pas. Probablement pas la dernière, avais-je pensé. Elle ne m'a pas demandé de partir. Elle n'en avait pas besoin. Je comprenais mon rôle, aider à la mise en place, puis disparaître. C'est ce que je faisais depuis des années. La seule différence maintenant, c'était à quel point tout cela était devenu naturel. En fin d'après-midi, la maison embaumait les légumes rôtis, les noix épicées et les glaçages balsamiques. Chaque bougie était allumée, chaque assiette parfaitement placée. Une musique tendance jouait à bas volume en fond sonore. La sonnette a retenti, et, une par une, ses amies sont arrivées. Vives, parfumées, pleines d'une confiance facile. Des femmes au début de la trentaine, aux mains manucurées et aux rires éclatants. Elles l'ont saluée avec des étreintes et des compliments. Elle s'en délectait. La maison était magnifique, disait-elle, si stylée, si élégante. Je les entendais. J'étais encore dans la cuisine, arrangeant les derniers fruits. J'avais prévu d'aller dans ma chambre, une fois qu'elles seraient toutes arrivées. Mais je suis restée. Je me suis tenue au bord de la salle à manger, sirotant un thé dans ma tasse habituelle, silencieuse et petite, à moitié cachée derrière le cadre de la porte du garde-manger. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais entendre ce qu'elle dirait. Peut-être qu'une partie de moi voulait se sentir incluse, ne serait-ce que par accident. Elle parlait de tout. Promotion, pilates, dernière retraite de bien-être. Elle était au centre du cercle, riant, gesticulant, versant du vin, comme une hôtesse de magazine. Elles ont toutes admiré le centre de table floral que j'avais composé ce matin-là. Elle s'en est attribué le mérite, bien sûr. A dit qu'elle avait eu l'idée sur Pinterest. L'une d'elles m'a remarqué. Juste un coup d'œil au début, un signe de tête en passant. Puis, une autre s'est tournée et a souri, posant une question que j'ai à peine entendue. Quelque chose sur qui j'étais, ou peut-être d'où je venais. Elle a répondu pour moi, assez fort pour que la pièce entende, mais assez légèrement pour passer pour de l'humour. C'était son style. Elle a dit que j'étais juste la gentille et discrète belle-mère. Puis, elle a ajouté autre chose. Quelque chose sur le fait que je n'avais jamais vraiment été portée sur les études, que j'étais plus manuelle qu'intellectuelle. Il y a eu une pause, puis des rires, pas cruels, mais du genre qui vous pique quand même. L'une d'elles a demandé si cela signifiait que je n'étais jamais allée à l'université. Elle a ri à nouveau, a dit qu'elle n'était pas sûre, mais probablement pas. A dit que j'avais toujours semblé plus active que penseuse. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas bougé. Je suis restée là, tenant mon thé, sentant la chaleur de la porcelaine à travers ma paume. J'ai fixé l'intérieur de la tasse, comme si elle pouvait m'offrir une issue, comme si je pouvais me rétrécir dedans et disparaître. Il n'y avait aucun venin dans son ton. C'est ce qui a rendu la chose pire. Elle n'était pas en colère. Elle n'essayait pas de m'humilier. C'était juste un réflexe, une blague pour combler le vide. Mais ça a atterri comme une gifle. Non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était désinvolte. Parce que cela signifiait si peu pour elle et tant pour moi. J'avais travaillé si dur pour construire une vie. J'avais étudié tard le soir, tout en travaillant à plein temps. J'avais réussi le barreau, alors que j'élevais déjà un bambin. J'avais plaidé des affaires dans des salles d'audience où chaque homme voulait que j'échoue. J'avais fait tout ça, et plus encore, et me voilà, réduite à une boutade dans ma propre maison. Personne ne m'a demandé de parler pour moi-même. Personne ne s'est tourné vers moi pour avoir des éclaircissements. Elles ont juste continué à siroter leur vin, s'adossant au coussin de leur petit moment
bien organisée, parfaitement contente de la version de moi qu'elle avait offerte. Je me suis retirée lentement dans la cuisine, en faisant attention à ne pas faire grincer la porte. Je ne voulais pas qu'elle m'entende partir. Je ne voulais pas qu'elle se souvienne que j'étais encore là. De retour dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, avec ma tasse encore pleine. Je n'ai pas pleuré. J'avais assez fait ça dans ma vie. Au lieu de cela, je suis restée assise en silence, laissant le bruit de la fête se fondre en arrière-plan. Leur voix était étouffée à travers les murs, montant et descendant comme des vagues. Ma respiration était régulière, mes mains immobiles. Ce n'était pas seulement l'insulte, c'était l'effacement. Le fait qu'elle puisse dire quelque chose de si profondément faux, si dévalorisant, et que personne ne le remette en question. Parce que pour elle, j'étais exactement ce qu'elle décrivait. Invisible, banale. Juste une gentille vieille dame qui gardait les choses en ordre. Elle ne savait pas qui j'avais été. Aucune d'entre elles ne le savait. Mais j'ai réalisé, à ce moment-là, que je l'avais permis. Je m'étais laissé m'effacer, petit à petit, jusqu'à devenir la personne qu'elles imaginaient. Inoffensive, simple, sans éducation. J'ai regardé vers le placard. Je n'avais pas ouvert l'étagère du haut depuis des années. Quelque part, enfoui sous de vieilles couvertures et des albums photos poussiéreux, il y avait une boîte. Je me souvenais de sa texture, de son poids, des papiers à l'intérieur, mon nom en lettres d'or. Je ne me suis pas levée tout de suite, mais quelque chose avait changé, silencieusement, définitivement. Je suis restée assise là, et je les ai écoutés rire. Et j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que la prochaine fois qu'elle prononcerait mon nom, elle ne le dirait pas avec pitié. Elle le dirait avec honte. Le matin après la fête était inhabituellement calme, le genre de calme qui n'est pas la paix, mais les séquelles, le genre qui bourdonne sous la peau et rend l'air plus lourd que d'habitude. Je me suis déplacée dans la cuisine, comme je le faisais toujours, préparant le café, essuyant les comptoirs, redressant les chaises. Rien dans ma routine n'a changé, mais tout en moi avait changé. Il n'avait rien dit après la fête. Pas un mot. Elle n'était pas venue me remercier d'avoir mis la table, ni me demander si j'avais besoin d'aide pour nettoyer. Mon fils n'avait rien mentionné non plus. Peut-être qu'il n'avait même pas remarqué. Peut-être que pour lui, ce n'était qu'une soirée de plus. Mais pour moi, quelque chose avait été arraché à l'air cette nuit-là. Quelque chose qui ne pouvait plus être comblé. Je me suis occupée. J'ai balayé le sol 2 fois, même s'il n'en avait pas besoin. J'ai réorganisé le garde-manger. J'ai plié le même torchon 3 fois. N'importe quoi pour éviter l'immobilité, car l'immobilité signifiait se souvenir de la façon dont sa voix s'était enroulée autour des mots sans éducation, comme si c'était un accessoire. Se souvenir de la façon dont les autres avaient ri, pas de moi, exactement, mais autour de moi, comme si j'étais juste un autre espace vide pour décorer la conversation. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas parlé, j'ai juste bougé. Ma chambre semblait plus petite ce jour-là, comme si les murs s'étaient rapprochés pendant la nuit. Je me suis assise au bord de mon lit, fixant la porte du placard. J'ai repensé à la boîte. Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas ouverte. Si longtemps que je ne m'étais pas permis de me souvenir de ce qu'il y avait à l'intérieur. Une partie de moi avait abandonné cette identité il y a des années. Je l'avais classée avec les tailleurs que je ne portais plus, les talons dont je n'avais plus besoin, et la femme que j'étais autrefois. Mais elle n'était pas partie. Elle attendait juste, enfouie sous des couches de service et de silence. Je me suis levée lentement,
et j'ai ouvert le placard. L'étagère du haut était haute, alors j'ai approché une chaise. Mes genoux ont craqué quand je suis montée. Mes mains tremblaient alors que j'atteignais derrière les couvertures pliées et les décorations de Noël inutilisées. Et puis je l'ai touchée, la boîte, celle que j'avais transportée à travers 4 appartements et 2 décennies, celle que j'avais presque jetée une fois après la mort de mon mari, mais quelque chose m'avait dit de ne pas le faire. Je l'ai descendue doucement, j'ai enlevé la poussière de son couvercle et je l'ai posée sur le lit. Pendant un moment, je l'ai juste regardée. Il y avait quelque chose de sacré, quelque chose qui me faisait hésiter. Mais ensuite, je l'ai ouverte. L'odeur de vieux papier s'est élevée dans l'air. Encre pâle, colle séchée, le temps. À l'intérieur, soigneusement organisés, se trouvaient des fragments d'une vie dont peu de gens dans cette maison connaissaient même l'existence. Mon diplôme de droit, des lettres de cabinet qui avaient autrefois essayé de me débaucher, des coupures de journaux avec mon nom en petits caractères noirs sous des victoires au tribunal, des photos du jour où j'ai réussi le barreau, mon sourire large et certain, mes yeux plus vifs qu'ils ne le seraient jamais plus. J'ai tenu le diplôme dans mes mains. Les bords s'étaient légèrement courbés au fil des ans, mais les lettres étaient toujours audacieuses. Mon nom en entier, le sceau de l'université, la date, la preuve que j'avais autrefois été dans des pièces où les gens écoutaient, où mes mots avaient fort du poids, où mon esprit comptait. Je suis restée assise avec ça pendant un long moment, sans lire, sans me souvenir des détails, juste en ressentant le poids du papier et tout ce qu'il représentait. Toutes les nuits où j'avais étudié après avoir couché mon enfant, toutes les fois où j'avais ravalé ma peur et parlé quand même, toutes les années que j'ai passées à prouver que j'étais plus que ce que les gens attendaient de moi. Et maintenant, j'étais un fantôme dans une maison qui pensait que je n'avais jamais vécu. Le silence n'était pas seulement autour de moi. Il était devenu une partie de moi. Je l'avais laissé s'installer dans mes os, doux et constants. J'avais permis que leur confort remplace mon histoire. J'étais devenue si prudente, si petite, si agréable, qu'ils avaient oublié que j'avais jamais été autre chose. Mais moi, je n'avais pas oublié. Plus maintenant. J'ai replacé le diplôme dans la boîte, avec précaution, comme quelque chose de fragile. Puis, j'ai ajouté une copie du titre de propriété de la maison, celui qu'il ne savait ne pas être encore à mon nom. J'ai ajouté un tableur plié où j'avais suivi chaque dépense mensuelle des 8 derniers mois, les courses que j'avais payées, les charges que j'avais couvertes, les impôts que j'avais déclarés. J'ai glissé l'impression du modèle de contrat de location que j'avais trouvé en ligne la nuit précédente. Ce n'était pas de la vengeance. Je ne voulais blesser personne. Je voulais seulement être vue à nouveau, non pas comme un fardeau, non pas comme une relique, mais comme une personne avec une histoire et une valeur. Une personne qui avait gagné le droit d'être traitée avec autre chose que du mépris. J'ai fermé la boîte et je l'ai glissée sous mon lit. Non pas parce que je la cachais, mais parce que je savais que je n'étais pas encore prête à l'utiliser. Mais le moment viendrait. Je le sentais se former, lentement, comme un orage à l'horizon. Ce jour-là, je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai préparé le dîner, je l'ai servi, et j'ai nettoyé après. Ils n'ont pas remarqué la différence. Mais moi, si. Le silence avait changé. Il n'était plus le leur. Il était le mien. Le jour où j'ai décidé de rédiger la facture, le ciel était gris et bas, comme si le monde avait expiré et oublié de reprendre son souffle. Il n'y a pas eu d'étincelle dramatique,
Pas d'insulte finale, pas de scène de confrontation qui m'a poussé à bout. C'était calme, subtil, juste un autre jour, dans une longue lignée de jours, où j'étais resté immobile, pendant que le monde autour de moi bougeait, comme si je n'étais pas là. Mais en moi, quelque chose s'était installé. Pas de la colère, pas de la vengeance, juste de la détermination. Ils sont partis tôt ce matin-là, tous deux habillés de façon élégante, mallette à la main, leur voix traînant des rires sur une blague de bureau. Elle n'a pas dit au revoir. Il a marmonné quelque chose en sortant, mais ça n'a pas atterri. Je suis resté à la table de la cuisine après que la porte se soit refermée derrière eux, mes mains reposant sur le grain du bois, mon thé intact. J'ai écouté le silence. Il était profond, épais, presque tendre. Il me donnait de l'espace pour penser, de l'espace pour enfin agir. La maison était à moi. C'était la vérité, le simple fait. Mon nom était sur le titre de propriété. Je l'avais acheté, content, après avoir vendu ma maison précédente. Pas d'hypothèque, pas de co-emprunteur, pas de clause cachée. Je les avais invités, leur offrant un endroit sûr pour commencer leur mariage, croyant que ce serait temporaire, croyant qu'ils finiraient par trouver leur propre endroit, construire leur propre maison et me laisser redécouvrir à quoi pourrait ressembler ma propre vie après tout ce que j'avais déjà donné. Mais le temporaire est devenu indéfini, et quelque part en chemin, je suis devenu une pensée secondaire dans mon propre espace. J'ai sorti mes dossiers de la petite boîte verrouillable que je gardais dans le placard du couloir. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement organisés. Documents de propriété, assurances, dossiers médicaux, anciennes déclarations de revenus. J'ai sorti le titre de propriété et je l'ai posé sur la table de la cuisine, lissant les bords avec la paume de ma main. Mon nom me paraissait étrange maintenant, imprimé si audacieusement, comme s'il appartenait à quelqu'un que je connaissais autrefois. Puis, j'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur portable, un document vierge. Le curseur clignotait patiemment, attendant. Je l'ai intitulé simplement « Contrat de location ». Je ne savais pas exactement ce que je faisais, mais je savais ce que je voulais que ça ressente. Pas mesquin, pas rancunier, juste, logique, professionnel. La façon dont j'avais géré les contrats avant de devenir la belle-mère et la cuisinière de quelqu'un. J'ai calculé tout ce que j'avais contribué depuis qu'ils avaient emménagé. Les factures d'électricité que j'avais payées, la nourriture que j'avais stockée, les meubles que j'avais remplacés sans jamais mentionner les prix. Je n'ai pas gonflé les chiffres. Je n'essayais pas de leur faire honte. Je voulais seulement qu'ils voient la valeur que je fournissais, le poids que je portais en silence. J'ai divisé les mois. 8. C'est le temps qui s'était écoulé depuis qu'ils avaient promis qu'ils commenceraient à chercher leur propre endroit. J'ai imprimé le nom de chaque mois en gras, suivi d'un détail des frais de subsistance. Puis, j'ai ajouté une seule ligne en bas, due à réception. J'ai relu le document 2 fois. Il n'était pas agressif. Il était clair, factuel, respectueux. Mais il disait la vérité qu'ils avaient bien choisi de ne pas voir. Que vivre dans la maison de quelqu'un entraînait des responsabilités. Que le confort n'était pas la même chose que le droit. Que la générosité avait des limites, même quand elle venait d'une mère. J'ai placé la facture imprimée à côté du titre de propriété. J'ai pensé la glisser dans leur chambre, la laisser sur la table de nuit. Mais cela semblait sournois, passif, et j'en avais fini d'être passive. Au lieu de cela, je suis retournée dans ma chambre, je me suis agenouillée près du lit, et j'ai de nouveau sorti la boîte. Je l'ai ouverte lentement.
J'ai plié le document de location et je l'ai placé sur le diplôme. Cela semblait juste, les deux papiers reposant ensemble, preuve de qui j'avais été et preuve de qui j'étais encore. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner comme toujours. Je l'ai servi discrètement. Ils ont discuté du travail, d'un nouveau restaurant ouvrant en ville, d'un mariage à venir auquel ils avaient été invités. Elle a complimenté le risotto, mais a ajouté qu'il pourrait y avoir moins de sel la prochaine fois. J'ai hoché la tête, j'ai souri, mais j'étais complètement ailleurs. Plus tard, quand la vaisselle a été faite et qu'ils avaient disparu dans le salon pour regarder la télévision, je me suis assise dans ma chambre avec la lampe à faible intensité. J'ai fixé la boîte. Je n'ai pas ressenti de peur. Je n'ai pas ressenti de justification. Juste du calme. Le genre qui vient après des semaines de nuit blanche, quand quelque chose au fond de vous s'aligne enfin. Je n'essayais pas de faire une déclaration. Je n'essayais pas de commencer une guerre. Je remettais simplement la vérité à sa place. Ils avaient oublié que j'avais construit une vie avant eux. Bientôt, je le leur rappellerai, silencieusement, précisément, comme une plaidoirie finale. Le jour où j'ai décidé de lui rendre la vérité, le soleil était sorti en fine traînée aqueuse, comme s'il n'était pas sûr de vouloir s'engager. La cuisine sentait le citron et l'amidon, un nettoyant que j'avais utilisé ce matin-là, en récurant chaque surface, jusqu'à ce qu'elle brille. Non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que j'avais besoin du silence, qui accompagnait le fait d'essuyer quelque chose, jusqu'à ce qu'il se rende à la clarté. J'avais besoin de la discipline de faire quelque chose de simple et de final. Elle avait une autre réunion de prévue. Je le savais avant qu'elle ne dise un mot. Je l'avais entendue au téléphone la veille, ricanant, disant à quelqu'un d'apporter cet incroyable Riesling et de venir le ventre vide parce que la vieille cuisine toujours trop. Elle l'a dit si nonchalamment, comme si je n'étais pas juste dans la pièce d'à côté, comme si j'étais un accessoire, avec des oreilles trop vieilles pour comprendre le ton. Alors j'ai cuisiné. Je l'ai fait avec le même soin discret que toujours. Légumes rôtis, 3 sortes de salades, une quiche qui m'a pris des heures à parfaire. J'ai repassé les serviettes, disposé les couverts, arrangé les chaises. J'ai mis ces bougies dans des bougeoirs en cristal et j'ai poli les verres à vin. J'ai même coupé des fleurs du jardin et les ai placées dans un vase sur la table de la salle à manger. Je ne le faisais pas pour eux, je le faisais pour moi. Pour la partie de moi qui avait toujours été fière de mettre une table avec intention, de donner à un espace une impression de plénitude. La maison s'est remplie lentement. D'abord ses 2 amies les plus proches, celles qui portaient toujours des bottes en cuir en été, et sentaient le parfum de créateur. Puis les plus récentes, celles qui posaient des questions auxquelles elles ne voulaient pas de réponse. Elles se déplaçaient dans la maison, avec leur rire comme le vent, à travers de fins rideaux, légers, agités, sans signification. Je suis restée en arrière-plan, comme toujours. Je me tenais près du couloir, près de la cuisine, faisant semblant d'inspecter l'étagère à épices. Je sirotais mon thé. J'attendais. Elles se sont rassemblées dans le salon, des verres de vin à la main, leurs jambes repliées sous elles sur le canapé, leur voix s'élevant en crescendo de potin et d'indignation organisée. Je pouvais l'entendre mener la conversation, comme toujours, sa voix plus forte que nécessaire, ses opinions façonnées pour impressionner. Puis quelqu'un a mentionné l'éducation. Un documentaire, peut-être. Un podcast. Quelque chose sur l'enseignement supérieur et l'accès. Et tout d'un coup, l'air a changé. Je le savais avant même qu'elle n'ouvre la bouche.
Je l'ai senti au fond de mon estomac. Elle a dit quelque chose sur le fait que tout le monde n'avait pas besoin de l'université, que certaines personnes n'étaient tout simplement pas faites pour ça. Elle a ri en le disant, un rire doux et dédaigneux, comme si l'éducation n'était qu'une autre tendance qui ne vieillissait pas bien. Puis, comme par un signal, quelqu'un a posé une question sur moi. En plaisantant, bien sûr. Quelque chose sur le fait que j'ai jamais été à l'école. Et voilà. Elle l'a redit, presque mot pour mot. Elle est plus casanière, pas vraiment intellectuelle, mais elle est douée pour la lessive et la soupe. J'ai entendu les rires, j'ai goûté l'air entre eux, et puis j'ai bougé. Je suis entrée lentement dans le salon, tenant la boîte dans mes bras. La pièce ne s'est pas tue au début. Ils ne m'ont pas remarqué tout de suite. J'ai posé la boîte sur la table basse, entre leur vin cher et leur plateau de charcuterie polie. C'est seulement alors qu'elle a levé les yeux. Je n'ai pas parlé. Pas un seul mot. Je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert la boîte. D'abord le diplôme, toujours net et propre, sous sa pochette de protection en plastique. Je l'ai soulevé avec précaution, comme si je présentais une preuve. Je l'ai placé devant elle, puis je me suis tournée vers les autres. Je les ai laissés le voir. Je les ai laissés lire le sceau, la signature, l'institution que tant d'entre eux n'avaient jamais fait que rêver de fréquenter. Puis le dossier. J'ai sorti le document avec le résumé des loyers, imprimé proprement, ligne par ligne. Je l'ai placé à côté du diplôme. Je l'ai laissé le regarder. Je l'ai laissé le comprendre. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement hoché la tête et je suis partie. De retour dans ma chambre, j'ai fermé la porte avec le même soin que j'avais ouvert la boîte. Je me suis assise au bord du lit et j'ai attendu, non pas une réponse, mais le silence qui suivrait. Le genre de silence qui pèse plus lourd que le son. Le genre qui force les gens à se regarder en face. Je n'ai plus entendu leur voix après ça. Peut-être sont-elles parties tôt. Peut-être sont-elles restées dans une confusion stupéfaite. Je n'ai pas vérifié. J'avais dit tout ce que j'avais à dire sans prononcer un mot. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie entendue. Non pas parce qu'ils avaient enfin vu qui j'étais, mais parce que j'avais cessé de les laisser oublier. L'air de la maison a changé ce soir-là. Ce n'était pas une rafale de vent, ni l'odeur de quelque chose qui brûle. C'était le poids de l'inconfort, lourd, urgent, inhabituel. Je les ai entendus parler à voix basse depuis le couloir, alors que je pliais le linge, dans ma chambre, avec la porte légèrement entr'ouverte. Sa voix venait par fragments secs, son ton cassant et fissuré, là où la confiance vivait autrefois. Elle ne riait plus maintenant. J'ai imaginé la conversation, elle essayant de justifier le diplôme comme si cela n'avait pas d'importance, comme si cela ne changeait rien. Elle se démenant pour le transformer en un malentendu, quelque chose d'inoffensif, un oubli idiot. Mais le silence qui suivait ces éclats me disait qu'il n'était pas d'accord. Il ne riait pas avec elle. Il ne la défendait pas. Je connaissais bien mon fils. Je savais combien de temps il lui fallait pour digérer une trahison. Comment il portait la culpabilité comme une pierre dans sa poche une fois qu'elle l'atteignait enfin. Cela ne se voyait pas toujours en surface, mais cela l'usait de l'intérieur. Je savais que ce soir-là, la prise de conscience avait enfin commencé à s'installer, que pendant des années, il avait permis à la femme qu'il aimait de saper celle qu'il avait élevée, et il n'avait rien dit. J'ai entendu le tintement des verres rangés avec plus de force que nécessaire. Un tiroir a claqué. Des pas ont traversé le parquet sans direction, comme des loups qui arpentent un espace trop petit.
Elle était en train de s'effondrer. Son monde parfaitement organisé, celui qu'elle avait construit sur les apparences et les suppositions, commençait à se fissurer. Et ce n'était pas moi qui l'avais fait. J'avais simplement retiré le voile. Je continuais à plier les chemises et les serviettes, avec des mouvements lents et délibérés. Chaque pli correspondait à une pensée, chaque pli à un souvenir. Je n'avais pas besoin d'entendre toute la dispute pour en connaître la forme. Elle se préparait depuis longtemps, pas seulement à mon sujet, sur le contrôle, le respect, les histoires que nous nous racontons pour justifier notre comportement. À un moment donné, la porte de leur chambre s'est refermée avec un bruit sourd et définitif. Pas claqué, mais poussé avec force. Après cela, la maison est tombée dans une étrange immobilité. Pas le silence de la paix, mais l'immobilité de la retenue. Une tension qui attendait de se rompre. Le lendemain matin, elle n'est pas venue dans la cuisine. Lui, si. Ses yeux étaient fatigués, bordés de rouge au coin. Il se déplaçait plus lentement que d'habitude, plus prudemment, comme s'il ne savait pas quoi dire, comment se tenir, comment même exister dans l'espace entre nous. J'ai versé du café sans parler et je l'ai posé sur la table. Il a hoché la tête en guise de remerciement, un geste silencieux et brisé. Je l'ai vu jeter un coup d'œil vers le comptoir, où la boîte était toujours posée. Je ne l'avais pas déplacée. Je voulais qu'elle reste à leur vue, comme un miroir qu'ils ne pouvaient pas éviter. Il n'a pas posé de questions à ce sujet. Il n'en avait pas besoin. Plus tard dans la journée, j'ai remarqué des changements, petits mais révélateurs. La musique qu'elle jouait habituellement en cuisinant était éteinte. Les bougies parfumées qu'elle aimait brûler étaient intactes. La télévision est restée silencieuse pendant des heures. Le rythme de la maison s'était fracturé. Elle s'y déplaçait comme un fantôme, évitant le contact visuel, quittant la pièce quand j'entrais, faisant semblant d'être occupée à des tâches qui n'existaient pas. Il a commencé à rester plus tard au travail. Ou peut-être qu'il restait simplement à l'écart. Quand il rentrait à la maison, il n'y avait plus de rire dans leur chambre. Pas de tintement de verres à vin. Pas de conversation chuchotée qui traversait les murs. Seulement un lourd soupir occasionnel, du genre qu'on expire quand on réalise que quelque chose est perdu et qu'on ne sait pas comment le récupérer. Elle a essayé de reprendre le contrôle une fois, a laissé une pile de brochures immobilières sur la table basse, comme pour suggérer qu'ils cherchaient enfin leur propre logement. Mais je savais que c'était une performance, une diversion, une façon de reprendre le contrôle du récit. Je n'ai pas touché les brochures, je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement continué à mettre la table pour 3, puis pour 2, selon qui apparaissait. Un soir, elle m'a apporté une assiette de biscuits, achetés en magasin, encore dans leur emballage. Elle les a posés sur le comptoir et a marmonné quelque chose sur le fait qu'ils étaient une offrande de paix. Je n'ai pas répondu, non pas par cruauté, mais parce que je ne reconnaissais pas le geste. Pas après toutes les fois où elle était passée devant moi, comme si j'étais une lampe. Pas après qu'elle ait ri avec ses amis de mon peu de savoir, de mon peu de réalisation. La panique ne ressemble pas toujours à des cris. Parfois, elle ressemble à des biscuits dans une boîte en plastique. Parfois, elle ressemble à quelqu'un qui réarrange les coussins du canapé 4 fois en 1 heure. Parfois, c'est un silence qui s'égoutte trop lentement, ou des pas qui s'arrêtent à votre porte avant de continuer. Mais je n'ai pas ouvert la porte, je l'ai laissée assise, avec la tension qu'elle avait créée. Il ne s'agissait plus de loyer, il ne s'agissait même plus du diplôme.
Il s'agissait de l'histoire qu'elle se racontait, que j'étais moins qu'elle, que je n'appartenais pas à son monde, que je devais rester silencieuse, invisible, utile. Et maintenant, cette histoire était brisée, et elle se tenait au milieu de ses décombres, pieds nus, essayant de ne pas saigner. Je ne me suis pas réjouie. Je n'ai pas cherché à me venger. J'ai simplement repris ma place, non pas sous elle, non pas autour d'elle, mais à côté de la vérité. Et la vérité, c'est que la panique qu'elle ressentait n'était pas à moi de l'apaiser. C'était à elle d'y répondre. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à me déplacer différemment dans la maison. Non pas avec colère, non pas avec amertume, mais avec une clarté que je ne m'étais pas autorisée depuis des années. L'air entre nous ne crépitait plus de tension. Il s'est simplement immobilisé, comme le calme qui suit une tempête quand les dégâts ont déjà été faits. Il n'y avait plus de mots échangés, sauf en cas de nécessité absolue. Pas de petites conversations, pas de faux sourires. Nous nous croisions dans les couloirs comme des étrangers qui s'étaient me connus dans une autre vie. J'ai arrêté de cuisiner pour eux. Au début, cela semblait étrange. J'avais préparé les repas par habitude pendant si longtemps que mes mains bougeaient toutes seules, coupant, remuant, assaisonnant, bien avant que je ne me demande pourquoi. Mais maintenant, je ne préparais que ce dont j'avais besoin. Un bol de soupe, un morceau de pain grillé, une seule tasse de thé. Je ne mettais plus 3 assiettes sur la table. Je ne demandais plus à quelle heure il serait à la maison. Je mangeais seule et je mangeais en paix. Mes routines sont redevenues les miennes. Je faisais de longues promenades le matin, laissant le froid me piquer la peau pour me rappeler que j'étais encore bien vivante. Je visitais la bibliothèque. Je faisais de petites courses sans dire à personne où j'allais. Je restais dans les cafés plus longtemps qu'avant, observant les gens, lisant les nouvelles, griffonnant des pensées sur des serviettes en papier. J'ai reconquis le silence comme un espace pour respirer, pas quelque chose que je devais endurer. Elle a essayé, 1 ou 2 fois, de renouer avec la politesse. Elle a demandé si j'avais besoin de quelque chose du magasin. J'ai dit non. Elle a mentionné une nouvelle recette qu'elle voulait essayer. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas participé. Je n'ai pas offert de chaleur. Je n'ai pas offert de pardon. Pas encore. Le pardon, j'avais appris, n'est pas quelque chose que l'on doit à quelqu'un simplement parce que le temps a passé. Parfois, la blessure n'est pas dans la coupure elle-même, mais dans le mépris qui la suit. Et c'est ce qui m'avait le plus vidée. Non pas l'insulte, mais les années qu'elle a passées à prétendre que je n'étais rien de plus qu'un bruit de fond. Il était resté plus silencieux que d'habitude. Il rentrait plus tard, parlait moins, évitait le salon à moins qu'il ne pense que j'étais ailleurs. Je pouvais voir la culpabilité sur son visage, comme un vieux manteau qu'il ne savait pas comment enlever. Mais je ne l'ai pas confronté. Je n'avais plus d'énergie pour les leçons de morale ou les larmes. Qu'il reste maintenant dans son propre silence. J'ai commencé à trier de vieilles boîtes dans mon placard. Des choses que j'avais ignorées pendant des années. Des albums photos de quand mon fils était petit. Des journaux de mes débuts en droit. Des lettres de collègues, dont certains étaient décédés, me rappelant qui j'étais, bien avant d'être appelée juste maman ou juste sa femme. Je les ai étalés sur mon lit le soir comme des artefacts sacrés, preuve d'une vie que personne d'autre dans cette maison n'avait pris la peine de connaître. J'ai appelé mon avocat. Ce n'était pas dramatique. J'ai simplement pris rendez-vous. Je me suis habillée de mon plus beau manteau de laine et je suis partie. Le bureau sentait le cuir et les vieux dossiers. Je me suis assise en face d'un homme plus jeune que mon fils,
et je lui ai remis le dossier que j'avais préparé. Il contenait une copie du titre de propriété, mon Nouveau Testament et une lettre. Une lettre qui indiquait clairement que je voulais que la maison aille ailleurs. Pas à eux. Pas à quiconque pensait y avoir droit par proximité. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai posé le reçu du bureau de l'avocat sur le comptoir de la cuisine. Je n'en ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Elle l'a vu. Ses yeux ont vacillé quand elle a remarqué le nom du cabinet. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'oserait pas. J'ai mieux dormi la nuit après ça. Il n'y avait plus d'attente de pas dans le couloir. Plus de simulation de sommeil quand les voix s'élevaient dans le salon. Je ne me souciais plus de ce qu'il disait, de ce qu'il pensait, de la façon dont il chuchotait, derrière des portes closes. J'avais fait ce que je devais faire. Le reste n'était pas à moi de le porter. J'ai commencé à passer plus de temps dehors. Pas loin, juste le jardin, les marches du porche, le parc au bout de la rue. Je m'asseyais avec des livres, je sirotais un café, je regardais le monde bouger. J'ai laissé le soleil se poser sur mon visage et j'ai senti les saisons changer, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je n'ai pas pleuré la perte de la proximité. Ce que nous avions avant n'était pas de la proximité. C'était de la promiscuité masquée. La vraie proximité exige le respect. Et une fois que le respect a été enlevé, ce qui reste est quelque chose de froid et de creux. Je ne la détestais pas. Je ne l'aimais même plus. Je l'ai simplement libérée. Les ai libérés tous les deux de l'illusion que nous étions une famille unie par autre chose que l'obligation. J'avais passé des années à me coudre dans leur vie avec un fil invisible, pensant que si je restais assez utile, assez gentille, assez silencieuse, je pourrais être vue. Mais j'en avais fini de me coudre dans une histoire qui me traitait comme une note de bas de page. Maintenant, je vivais en parallèle d'eux, pas avec eux. Et dans cette distance, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas que je cherchais encore, moi-même. La maison était silencieuse le matin de son départ. Pas de roulette de valise résonnant dans le couloir. Pas de porte claquée. Pas d'adieux théâtraux. Juste une absence, une sorte de vide sonore. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai tout de suite su qu'elle était partie. Son parfum ne flottait plus dans l'air. Sa tasse n'était pas à moitié rincée dans l'évier. Et le silence était passé de la tension à la vacance. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas vérifié la chambre d'amis, ni regardé par la fenêtre pour voir si une voiture attendait. J'ai versé mon thé. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai siroté lentement. Il n'y avait pas de mots, pas d'explications, pas d'excuses. Mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère, une retraite, un effondrement, une reconnaissance silencieuse que sa version de cette histoire était terminée. Il était resté. Il a plané en arrière-plan ces premiers jours, ne sachant pas comment me parler, ne sachant même pas s'il en avait le droit. Je pouvais sentir le poids de sa culpabilité chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Elle s'accrochait à lui comme de la poussière, impossible à cacher. Il a essayé de combler le silence par des tâches. Il a fait la vaisselle, a nettoyé le garage, a proposé de me conduire au magasin. J'ai peu parlé. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. La vérité avait déjà parlé plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Pendant un certain temps, nous avons vécu comme ça, deux personnes gravitant dans le même espace, avec prudence et silence. Et puis, un soir, il a préparé le dîner. Il a mis la table, a servi les assiettes, et s'est assis en face de moi, sans dire un mot. La nourriture était légèrement trop cuite, l'assaisonnement inégal. Mais c'est son effort qui avait un goût différent.
Nous avons mangé en silence, un silence confortable, le genre qui n'a pas besoin d'être réparé. Plus tard dans la nuit, il a frappé à ma porte. J'étais assise au bord du lit, parcourant à nouveau de vieux papiers, des transcriptions de procès, des lettres d'anciens clients, jaunies par le temps, mais toujours vives de souvenirs. Il n'est pas entré, il est juste resté là, attendant. J'ai levé les yeux. Il tenait quelque chose dans ses mains. Une photo. Une que je n'avais pas vue depuis des années. C'était du jour où j'ai réussi l'examen du barreau. Je me tenais devant le palais de justice, les bras levés, mon sourire large et incontenu. Il n'était qu'un garçon alors, s'accrochant à mon manteau, trop jeune pour comprendre ce que le moment signifiait, mais fier de moi quand même. Je me suis souvenu de la façon dont il avait crié. « Ma maman est avocate !» à quiconque voulait l'entendre. Il m'a tendu la photo sans parler, puis s'est retourné et est parti. Je l'ai fixé longtemps, après son départ. Le lendemain, j'ai pris une décision. Non pas par amertume, mais par achèvement. J'ai revu l'avocat et j'ai modifié la lettre jointe à mon testament. La maison irait toujours à l'organisation que j'avais choisie. Mais j'ai ajouté une clause. Mon fils pourrait y rester jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin. Non pas en tant qu'héritier, mais en tant qu'invité. Un locataire de la mémoire et non du droit. C'était une dernière gentillesse, une qui n'effaçait pas le passé, mais honorait la partie de lui qui avait essayé, bien que tardivement, de me voir clairement. J'ai commencé à faire mes bagages peu de temps après. Pas tout, juste l'essentiel. J'avais trouvé un petit appartement près du lac, un endroit calme, avec une lumière douce et de larges fenêtres, où je pouvais lire, marcher et respirer sans explication. Le loyer serait modeste, la vue généreuse et le silence à moi seul. J'ai laissé derrière moi la plupart des meubles, des assiettes, de la décoration. Mais j'ai pris la boîte, celle avec le diplôme, les lettres, les reçus de loyer et la photo. Ma vie, en fragments, tenue ensemble non pas par l'histoire, mais par le choix. Le matin de mon départ, j'ai parcouru lentement chaque pièce. Non pas pour dire au revoir, mais pour faire la paix avec l'espace que j'avais rempli si longtemps. Je me suis tenue dans la cuisine, où j'avais autrefois été invisible. J'ai touché le bord de la table de la salle à manger, qui n'avait jamais vraiment été la mienne. J'ai ouvert la fenêtre de la chambre d'amis, et j'ai laissé l'air passer une dernière fois. Je n'ai laissé aucun mot, aucune annonce. J'ai simplement fermé la porte, et je suis partie. La liberté ne ressemblait pas à des feux d'artifice ou au tonnerre. Elle ressemblait à de l'air, à l'absence d'attente, au retour de quelque chose que j'avais autrefois abandonné pour survivre. Maintenant, dans ce nouvel endroit, je bois mon thé sur le balcon le matin, et j'écris des lettres à personne. Je lis des livres que je n'ai jamais finis, je plante des herbes que j'oublierai peut-être d'arroser, et j'écoute le vent avec la patience de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Parfois, je pense à eux, pas avec colère, juste une douleur lointaine, comme toucher un bleu presque guéri. Ils pensaient me connaître, mais ils n'ont jamais demandé, et maintenant, ils ne le feront jamais.